Bienvenue dans le manoir récapitulatif Heavenly Swords Grand Saga, où le MC devra passer du statut de KFC Boss à celui de Pick Me Boy. J'espère que vous avez préparé du thé et des biscuits. C'est parti! Quelle taille une personne peut-elle atteindre pour qu'il soit impossible de se déplacer dans le monde sans l'aide de quelqu'un? Lorsqu'il posa le pied sur le sol, le village crut qu'un tremblement de terre avait commencé. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Mais Maître Chu s'entraînait uniquement parce qu'il voulait perdre du poids le plus rapidement possible et parce qu'il était sur le point d'avoir une grande compétition avec l'ennemi. Mais le simple contact d'un moustique suffisait à le faire tomber, tant il était maladroit, et il n'était pas question de bataille. En marchant, il s'est déboîté l'épaule et son corps de plusieurs tonnes a commencé à tomber au sol, à tel point que les assiettes sur les tables des maisons voisines ont tremblé. Ils ne pouvaient pas porter leurs vêtements longtemps car aucun artisan ne pouvait fabriquer un matériau si dense qu'il puisse résister à la pression de son corps. Il est tombé par terre et s'est gravement blessé au bras, mais était-ce toujours comme ça? Que faut-il faire pour que son corps retrouve cet état? En fait, non. Tout a commencé il y a de nombreuses années lorsque le grand village a été attaqué par les dieux. Ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient, y compris brûler des maisons. Personne ne pouvait résister à leur pouvoir. Alors tout le monde a dû courir, quitter leur maison et sauver leur vie. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est ce jour-là que ses parents sont morts dans ce combat injuste. Sa maison a été détruite et il est devenu orphelin. Mais maintenant, il est retourné dans le temps pour affronter les dieux maléfiques et faire face à tout cela. Mais il s'est retrouvé dans le corps de cet homme gros et il doit régler ce problème d'une manière ou d'une autre. Il n'a que 6 mois pour sauver le village et vaincre tous les ennemis qui veulent nuire à sa ville. Il doit d'abord atteindre la grande racine de ginseng, car si les dieux le capturent plus rapidement, tout son entraînement et sa préparation n'auront plus de sens. Mais bon sang, il lui faudra au moins 16 mois pour remettre ce corps en ordre. Il n'a tout simplement pas beaucoup de temps. Il doit décider quelque chose. Odette commence à crier sur le sorcier et lui dit qu'il a promis que son fils irait bien, mais qu'il ne fait rien pour le sauver. Mais Chu se lève et dit qu'il doit aller se promener. Sinon, se remettre en ordre lui prendra beaucoup de temps. Père ordonna immédiatement aux esclaves les plus forts du palais de venir aider Chu à sortir pour prendre l'air. Mais Chu refusa l'aide. Il ne voulait pas être porté à nouveau parce que, de cette façon, il ne perdrait certainement pas de poids. Alors il décida de se lever lui-même. L'assistant l'a attrapé par les bras et a commencé à l'aider à marcher. C'était très difficile pour lui, car Chu n'est pas très léger. Le voici faisant ses premiers pas. Son père observe tout cela et se souvient avoir lui aussi fait ses premiers pas enfant. Aujourd'hui, bien des années plus tard, il marche à nouveau. Les courtisans observent tout cela et se demandent comment Chu a pu rester assis et allongé pendant tant d'années. Tout le monde lui a apporté tout ce qu'il avait, et maintenant, il marche seul. L'entraînement a commencé et l'entraîneur a crié que s'il voulait perdre du poids, il devait supprimer tout le sucre de son alimentation. Sinon, rien ne fonctionnerait. Mais avant tout, une pesée de contrôle doit être effectuée. Chu est assis sur la balance et beaucoup de cochons sont amenés pour contrebalancer. Cependant, la corde, qui devrait supporter plusieurs tonnes, se casse tout simplement, et tout ne bouge même pas d'un centimètre. Chu comprend que cela ne fonctionnera plus, qu'atteindre le corps idéal lui prendra très longtemps, et qu'il doit trouver un autre moyen de perdre du poids. S'il ne le trouve pas dans les 6 mois, les dieux recommenceront à semer le chaos dans tout le village. Mais que peut-il faire? Ou peut-être vaut-il la peine de réfléchir à une solution alternative au problème? Une telle option sera-t-elle possible? Faudra-t-il faire quelque chose? Ou existe-t-il une solution? S'il arrive à la grande ville avant les dieux et récupère la racine de ginseng, ils n'auront pas assez de pouvoir pour brûler toute la ville. À cette pensée, Chu commença à sourire. Voici la solution à son problème. Et comment il pourrait rapidement résoudre tous les problèmes. Son rire commença à remplir les salles du palais. L'assistant ne comprenait pas pourquoi il était heureux et pensait qu'il était devenu fou. Il courut donc rapidement au palais pour appeler le guérisseur avant qu'il ne soit trop tard, car l'entraînement semblait nuire à sa santé. Le grand guérisseur Ling court déjà à 20 ans. Il a commencé à apparaître à la cour alors que ses camarades terminaient leurs examens. Et à 50 ans, il a commencé à enseigner sa médecine, ce qui a eu beaucoup de succès. Il doit savoir comment perdre du poids rapidement. Lorsque Ling a couru vers Chu, il lui a demandé s'il avait un moyen de perdre du poids rapidement, car il n'avait pas beaucoup de temps à attendre. Un entraînement prolongé et une bonne nutrition ne sont pas ce dont il a besoin maintenant. Il a besoin d'une sorte de potion qui résoudra son problème. Le guérisseur dit non, il n'existe pas de tel remède, mais vous pouvez utiliser le pouvoir de l'eau. Bien sûr, pensa Cher. Lorsqu'ils arrivèrent au lac, les assistants étaient déjà épuisés.
Il ne s'attendait pas à ce que Chu veuille aller au lac si vite. Pourquoi voudrait-il perdre du poids? Chu commença à entrer dans l'eau, car il n'avait pas pu se souvenir auparavant de la remarquable propriété de l'eau de pousser vers l'extérieur. Il se déplaça rapidement dans l'eau et décida que cela valait la peine d'aller plus loin. Alors que Chu avançait, il trébucha soudainement et le sol s'effondra, le faisant couler au fond. Avec un éclaboussement, le corps géant de Chu s'enfonça sous l'eau avant qu'il n'ait le temps de cligner des yeux. À la surface, seules des ondulations dans l'eau indiquaient que quelqu'un était passé par là. Le serviteur du jeune maître pensait qu'il s'amusait et sourit devant l'enjouement de Chu. Qui aurait cru qu'il prendrait autant de plaisir à nager? Chu s'enfonça de plus en plus profondément dans l'eau jusqu'à ce que le bleu ne fasse que s'épaissir. La panique l'envahit. Soudain, l'un des serviteurs se rendit compte qu'il y ait une falaise sous l'eau et que le jeune maître soit tout simplement en train de se noyer. La panique s'empara du serviteur, qui réalisa la situation car ce n'était pas une blague de perdre son maître d'une manière aussi stupide. Chu perdit progressivement connaissance par manque d'oxygène. Tout s'assombrissait sous ses yeux. L'image d'une charrette tirée par 2 chevaux traversant la forêt apparut devant Chu. Elle était couverte de marques de flèches. Il a observé les événements comme un fantôme. La femme tenait le bébé enveloppé dans une couverture et le regardait avec tristesse. Elle était visiblement grièvement blessée et disparaissait sous nos yeux. Une fille inconnue est soudainement apparue avec Chu, qui était inconscient. Après l'avoir tiré jusqu'au rivage, elle déposa son corps au sol avec un fracas terrible. Les serviteurs se précipitèrent aussitôt pour réanimer leur jeune maître. Les 2 délinquants se sont agenouillés et ont regardé le père Chu avec horreur, qui était clairement furieux et incroyablement indigné par ce qui s'était passé. Il semblait que son aura avait pris l'apparence du feu et l'entourait d'un flot furieux prêt à incinérer ceux qui avaient provoqué la rage du propriétaire. Huang, incapable de résister à une telle pression, laissa échapper que c'était l'idée du médecin impérial, le trahissant. Le père Chu devint encore plus furieux et, tirant son épée, se précipita sur le médecin. Mais il fut arrêté à temps et ne fut pas autorisé à commettre un acte de vengeance. Avant que la situation ne dégénère, une fille est entrée et a attiré l'attention de tout le monde avec sa voix. De façon inattendue, elle a agi comme la voix de la raison et a suggéré au guérisseur d'expliquer son raisonnement et de défendre son point de vue. Il n'hésita pas à dire que le jeune maître souhaitait vraiment perdre du poids, et c'est pourquoi il lui avait suggéré cette méthode. En entendant cela, le père de Chu se ressaisit, car il avait complètement oublié les sentiments de son fils. Dans le silence qui suivit, la voix d'une jeune fille se fit soudain entendre, suggérant que le jeune homme soit autorisé à nager puisque cela pouvait aussi se faire dans un ruisseau. Chu était allongé là et pensait à la façon dont il avait failli se noyer dans le ruisseau, et ce n'était même pas une mère. Puis 2 jeunes filles entrèrent dans sa chambre, celle qu'il avait récemment sauvée de la noyade et celle qui lui avait proposé son entraînement, la sœur de son corps actuel. Elles étaient venues l'inviter à les accompagner. En regardant le visage de la fille, Chu ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était si belle, ne croyant pas qu'elle pouvait être liée à son corps actuel. La servante de sa sœur se rendit auprès de Chu avec le désir de l'aider à se relever et à enfin partir. Chu ne croyait pas qu'elle y parviendrait et tenta même de l'en dissuader, car 4 hommes forts l'avaient déjà soulevé, et ce, avec difficulté. Étonnamment, elle parvint à le remettre debout sans le moindre effort. Après s'être chargée dans le palanquin, Chu ne comprenait toujours pas pourquoi les porteurs étaient de si bonne humeur, et on ne pouvait même pas deviner d'eux que ce voyage était difficile pour eux. Ils n'arrêtaient pas de réfléchir. Ces types n'étaient clairement pas simples, puisqu'ils le portaient si facilement et sans effort. Une vue s'ouvrit devant Chu qui le choqua. Des gens creusaient un trou à la sueur de leur front, tapissant les murs de pierre. En s'approchant et en examinant le site de fouille, ils ne pouvaient pas comprendre ce que c'était, s'ils creusaient vraiment une tombe. La sœur a clarifié la situation en expliquant qu'il n'aurait plus besoin d'aller au ruisseau car il avait son propre étang. Les ouvriers, voyant Chu, se précipitèrent pour le saluer. Leurs visages s'illuminaient de sourires et ils se montraient très aimables et accueillants. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi ils étaient si heureux. Après tout, le vieux con les exploitait. Ne devrait-il pas être hostile à son fils? Les gens étaient heureux de le voir et les sourires ne quittaient jamais leur visage. Huang courut alors vers Chu et lui demanda immédiatement ce qui se passait là-bas. En réponse, Huang a expliqué que son père symbolisait l'intégrité et partageait toujours la nourriture et l'eau avec les paysans, sans oublier leur bien-être. Chu a réfléchi à tout ce qu'il a entendu et vu, car si vous additionnez tous les faits, voyant que Song n'était pas avare en fourniture et était toujours prêt à aider les ouvriers, il commença à comprendre.
Et il s'est rendu compte que s'il y a un homme riche avec une bonne réputation parmi le peuple, et que tout le monde respecte, et qu'il est son fils, alors, après tout, pour bien vivre, il n'a absolument rien à faire, car il a déjà tout. C'est seulement maintenant qu'il s'en rend pleinement compte. La torche brûlait, mesurant le temps et indiquant aux gens combien de temps Shu resterait sous l'eau. Puis le corps massif de Chu émergea de sous l'eau, qui, grâce à l'étang artificiel, n'essayait plus de s'enfoncer profondément au fond. Wang avait déjà préparé une énorme boule d'acier sur une chaîne, qui était censée aider à l'entraînement. Après être sorti de l'eau, une charge a été fixée sur Shu à l'aide d'un cerceau en acier qui s'enroulait autour de sa cheville. Après avoir récupéré le ballon, Huang a jeté le poids dans l'eau de toutes ses forces et Chu s'est envolé après lui. Le lourd noyau de fer coula rapidement au fond, entraînant Shu et le fixant solidement en dessous. En raison de son poids, Shu ne pouvait pas prendre la position du lotus, il a donc décidé de se limiter à la méditation debout pendant, en se concentrant, il commença à collecter de l'énergie spirituelle, la tordant en spirale et l'absorbant. Une boule lumineuse d'énergie dorée s'est formée devant Shesh, qui a augmenté et a été absorbée à chaque instant qui passait, rendant la lueur de plus en plus intense. Ayant acquis l'énergie nécessaire, il ouvrit les yeux, atteignant une concentration maximale et se préparant pour l'étape suivante. Un sourire apparut sur les lèvres de Shu. Il put absorber l'énergie spirituelle et la diriger vers son cœur, qui à son tour commença à la disperser dans tout son corps. Ressentant à nouveau la puissance de l'énergie spirituelle, il pouvait désormais détecter les courants d'eau qui l'entouraient. Peu à peu, il commença à le faire tourner autour de lui, formant de petits tourbillons. Confiant en sa force, Chu décida de se tester dans l'une des techniques, en jetant sa jambe en avant et en la plaçant fermement sur le fond. Il se prépara. La première est la plus puissante technique de Shaolin. Elle peut détruire des rochers à une centaine de mètres du pratiquant. Une fois la préparation terminée, Chu tendit brusquement le bras pour frapper. Alors qu'il continuait son entraînement, Chu se déplaçait comme dans une danse, passant en douceur d'une pose à une autre. Les mouvements brusques des bras étaient menés comme le coup d'une épée, coupant la colonne d'eau sans même s'en apercevoir. Chu fit des fentes ultra rapides, une autre technique, l'épée céleste de la loutre de mer, Namgong. Wang était assis sur le rivage, émerveillé par la durée pendant laquelle le jeune maître pouvait retenir sa respiration sous l'eau. Son talent s'était-il éveillé après avoir failli se noyer? Et il s'entraînait ainsi depuis un mois entier. Shu émergea de l'eau avec un sourire de satisfaction. Sans même reprendre son souffle, il appela Huang. De retour à la maison, un moment très important est arrivé pour Shu, le moment de mesurer son poids. Huang prépara la balance et Shu, après quelques hésitations, décida de monter sur la plateforme de la balance. Et étonnamment, ses efforts n'ont pas été vains. La flèche de la balance affichait une valeur bien inférieure à celle de la première pesée. Une joie incontrôlable s'empara de Chu lui-même et de Wang, qui était également heureux pour son jeune maître. Incapable de contenir ses sentiments, Chu serra Wang dans ses bras et commença à le remercier, car sans son soutien, il n'aurait pas réussi en si peu de temps. Une fois calmé, Huang commença à raconter combien il était merveilleux que les serviteurs n'aient plus à s'embêter à raccommoder des vêtements qui se déchiraient sans cesse, que ce serait beaucoup plus facile pour les porteurs de palanquins, et que, selon les rumeurs, Chu s'était vu refuser le mariage à cause de son obésité. Ce dernier point était inutile. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, s'exclama Chu avec véhémence, mais Huang ne sait clairement pas comment ressentir l'atmosphère et ne comprend pas quand s'arrêter. Mais ce que Huang savait, c'est qu'il devait courir pour sauver sa vie. Alors il s'est précipité pour faire ses affaires. Chu s'assit pour réfléchir. Après tout, il avait reçu de l'énergie spirituelle et perdu beaucoup de poids. Mais ce n'était que le début. L'énergie spirituelle est quelque chose que les gens acquièrent grâce à de nombreux entraînements. Mais ce chemin peut être raccourci en consommant des plantes spirituelles, ce qui bien sûr réduira le potentiel. C'est pourquoi Chu avait besoin de ginseng vierge. Les pensées de Chu furent interrompues par un médecin qui apporta une décoction médicinale utile, conçue pour restaurer la force. Le prenant dans ses mains, l'arrachant littéralement au médecin, Chu but instantanément toute la décoction. Mais comme nous le savons, les médicaments ont généralement un goût amer. Chu s'en rendit compte trop tard et il ne put que jeter le bol avec mécontentement. En entrant dans la maison, il commença à méditer afin de recueillir et de restaurer l'énergie spirituelle. Prenant de profondes inspirations, Chu absorba littéralement l'énergie avec l'air. Goutte à goutte, Chu absorbait le pouvoir spirituel. Bientôt, il serait capable de rencontrer ce démon. Après avoir médité, Chu Snov commença à boire le breuvage curatif, ce qui surprit grandement Huang, qui connaissait le goût de ce breuvage.
Il a également décidé de diversifier son entraînement, alors Chu a maintenant gravi la montagne. 2 mois plus tard, Chu se tenait sous l'eau, poursuivant son entraînement épuisant, démontrant sa force spirituelle. Il est passé à des techniques plus complexes. Donc, en rassemblant de l'énergie et en la libérant d'une forte poussée de sa paume ouverte, Chu a créé un puissant jet d'eau. Au même moment, une grande vague provenant de l'impact s'élevait à la surface. Wang n'en croyait pas ses yeux en voyant cela. Il n'arrivait pas à croire que ce cochon arrogant puisse utiliser la technique de la paume. Alors il réfléchit à voix haute, sans prêter attention à personne. Mais Huang avait beau se laisser emporter, il ne remarqua pas, au milieu de son discours, l'apparition du père de Chu derrière lui. Et il n'était visiblement pas ravi d'entendre de telles choses sur son fils. Prenant l'épée du directeur général, il songeait déjà à découper l'impudent en morceaux. Mais il n'y fut pas autorisé. Le directeur général intervint, ordonnant aux serviteurs de traîner Huang en prison, sauvant ainsi sa peau de la colère du patriarche de la famille. Le visage de Huang, traîné au sol comme un sac de pommes de terre, exprimait une profonde gratitude. Il remerciait intérieurement le directeur pour sa clémence. Le père Shu, ayant oublié le récent malentendu, rayonnait littéralement de joie parce que son fils venait de pratiquer les arts martiaux. Ayant décidé de soutenir les efforts de son fils, il ordonna au directeur d'apporter du papier, de l'encre et un pinceau, dans l'intention d'écrire une lettre. Un peu plus tard, réunis au domaine Shu, ils lui présentèrent un livre d'arts martiaux qui allait désormais servir à son entraînement. On lui a enseigné la technique du ciel divin. Un livre pas si épais sur l'étude des arts martiaux. Le père Shu était très satisfait de lui-même, affirmant qu'il s'agissait d'une technique secrète du palais impérial lui-même, surprenant Shu par son influence. De plus, il précisa n'avoir écrit qu'une seule fois à l'empereur, qui lui avait immédiatement répondu. En fait, il écrivait des lettres tous les jours. À un moment donné, il perdit même confiance en la réponse de l'empereur. Dans la cour, Shu a été présenté à son nouveau professeur, le mari de sa sœur, qui s'est avéré, de manière inattendue, être un expert en arts martiaux. Shun, c'était son nom, était plutôt beau de visage et ne donnait pas l'impression d'être un combattant expérimenté. Le père Shu commença à louer Shun, car il appartenait à l'un des meilleurs clans combattants. Flattant ainsi sa fierté, il semblait que ses yeux seraient bientôt percés par les cieux eux-mêmes. Shu pensait que l'ancien chef du clan le supplierait de s'entraîner à genoux. Peut-être devrait-il leur dire la vérité? Mais imaginant ce qui arriverait à son nouveau père, il décida d'attendre. Mais ensuite, une idée lui est venue à l'esprit sur la façon de légitimer ses compétences. S'il disait qu'il avait étudié avec le chef du clan Dan lui-même, il ne devrait pas y avoir de problème. Et il attribuera toutes ces techniques au livre Ciel divin que lui a donné l'empereur. Il sera difficile de le vérifier. Ayant tout décidé par lui-même, Shu tomba à genoux devant Shun, lui demandant d'accepter son arc en tant que disciple devant le maître. Cela toucha beaucoup son père, et dans ses pensées, il exalta son fils, parce qu'il était devenu si respectueux. L'entraînement s'est déroulé comme d'habitude. Shu a essayé de répondre à toutes les exigences de son nouveau professeur, ce qui était encore un peu salé compte tenu de l'état de son corps. Prenant la première position comme Chun l'exigeait, il essaya de se concentrer, mais perdit à nouveau l'équilibre et resta à peine debout. Shun déversa sur lui une indignation immense. Comment se fait-il qu'il soit incapable de faire la chose la plus simple? Puis il tourmenta Shu et le fit bouillir. Lorsque Shu lui a suggéré d'essayer une position différente, il a reçu encore plus de négativité. Un tas de mots sur son manque de talent et son immaturité. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour Shu. Il n'allait pas tolérer une telle attitude, sachant qu'il se contentait de jouer le jeu sans montrer de progrès visible pour éviter les soupçons. Se redressant et regardant Chun enragé, il décida de mettre les points sur les i et de barrer tout l'été en proposant de tester ses compétences au combat. Le rire de Chun a même choqué les oiseaux qui volaient au-dessus du manoir. Pour qu'une personne à moitié idiote se batte avec lui, Shu, se moquant clairement de lui et se curant le nez, suggéra que Chun avait peur et avait simplement peur de le combattre. Cela toucha Chun au plus profond de lui-même. Tombant dans le piège enfantin, il commença à menacer qu'il faisait autrefois partie de la famille des dragons. Mais les provocations de Chu le forcèrent à accepter le combat. Interrompant avec colère, il ne se souciait plus de celui qui le défiait. Mais Chun a dit qu'il n'avait pas l'intention de se battre à pleine puissance, car ce ne serait pas juste. Alors il a bloqué ses canaux spirituels avec un coup à la base de son cou avec ses pouces, tout en attachant son bras droit à son corps. Une fois les préparatifs terminés, Chun cria qu'il était prêt, et lui donna même le droit de frapper en premier. Shu ne s'en soucia pas, et commença à concentrer son énergie pour la frappe. D'un coup sec,
Il se précipita vers Shun, gagnant en vitesse à chaque pas, ce qui surprit son adversaire arrogant. S'envolant à une distance de frappe, Chu balança sa main droite, préparant un uppercut écrasant. S'élançant vers le haut comme un ressort, il pointa son poing vers le menton de son adversaire, mais celui-ci esquiva, seulement surpris par une telle agilité. Malgré ses problèmes d'agilité dus à son état physique, Chu poursuivit sa combinaison offensive, venant du côté droit, là où le bras de Chun était bloqué. Il assena un coup puissant sur le côté que Chun ne put éviter. Mais Chu ne s'est pas arrêté là, terminant l'attaque avec un coup de revers tranchant. Après avoir jeté Chun au sol, Chu pensa qu'il n'avait pas suffisamment donné de leçons à ce garçon arrogant, alors il se pencha au-dessus de lui et se prépara à le frapper dans la terre avec ses poings. Chu n'en croyait pas ses yeux, il disait que c'était impossible. Ce à quoi Chu répondit, les yeux plissés, qu'il était son élève après tout. Au même moment, Huang s'assoupissait en montant la garde à la porte. C'était un ordre et une punition pour lui de rester là, sans un repos convenable. Puis Chu s'est approché de lui, a appelé Huang et lui a demandé s'il était content de sa rétrogradation et s'il n'était pas trop facile pour lui de servir puisqu'il avait réussi à s'assoupir pendant son service. Huang ne trouva pas de réponse, se contentant de demander pourquoi le jeune maître ne s'entraînait pas. À quoi il répondit logiquement que le professeur n'était pas en état de s'entraîner pour le moment. Le professeur lui-même était allongé dans son lit, tout bandé, avec sa femme et sa sœur Shu à proximité. Il se plaignait auprès d'elle que tout lui faisait mal et qu'il démangeait. Mais elle était heureuse que son frère soit si talentueux. Après avoir dit à Chan de se reposer et qu'il se sentirait certainement mieux, elle a décidé de partir, le laissant seul. Une calèche s'approchait de l'entrée de la ville. À l'intérieur, dans la semi-obscurité, était assis un homme qui ne faisait aucun bruit. Mais il s'est avéré qu'il n'était pas seul. Son interlocuteur, à l'arrivée de la voiture à destination, lui a dit qu'il ne voyait aucun intérêt à une participation personnelle. Mais il était catégorique dans son désir de rendre visite au clan, ordonnant au chauffeur de taxi de les livrer à l'adresse indiquée. Chu se promenait dans la ville, observant les environs. Il s'intéressait au monde d'avant le chaos. Soudain, il remarqua un groupe d'hommes discutant de quelque chose autour d'un des comptoirs commerciaux. En regardant une vie si calme et paisible, Chu succomba au souvenir de la façon dont les serviteurs du chaos avaient ravagé le monde. Son regard s'est émoussé, ne voyant rien devant lui à part ces événements. Lorsqu'ils sont venus et ont conquis le monde entier, les ténèbres ont englouti la lumière et la joie, et il n'y a plus eu de place pour le repos sur la terre. Mais ses pensées furent interrompues par les habitants qui virent le jeune homme. La joie était visible sur leur visage. Ils l'entourèrent de tous côtés, le regardant comme un animal. Ils étaient mal surpris qu'il puisse marcher sans aide. Certains ignoraient même qu'il en était capable. L'une des filles décida alors de lui offrir de la viande rôtie à la broche. Sachant que Chu perdait du poids et suivait un régime, l'offre était très tentante. Voyant cela, tous les habitants décidèrent d'offrir un cadeau au jeune maître et commencèrent à apporter tout ce qu'ils pouvaient. En voyant une telle attitude, Chu est même devenu obsédé par l'idée qu'il ne pouvait pas simplement accepter tout cela et mener une telle vie. Soudain, il sentit le regard de quelqu'un, mais en tournant la tête, il ne remarqua personne. Peut-être en avait-il l'impression, pensa-t-il. Au coin de la rue, un homme vêtu de vêtements sombres et portant un chapeau de paille à large bord se cachait. Il ne pouvait pas me remarquer, pensa-t-il. Et il était sur le point de partir lorsque la main de Chu tomba sur son épaule, voulant lui demander ce qu'il faisait ici. L'inconnu a réagi rapidement et très agressivement, en balançant son bras et en frappant Chu. Le coup était très puissant et rapide. Chu, non préparé à un tel coup, n'a même pas eu le temps de réagir. Le corps de Chu semblait avoir été tiré par un canon. Il a volé à travers toute la rue jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le mur de la maison dans laquelle il s'était écrasé. Lorsque les nuages de poussière se sont dissipés, les gens ont pu voir le jeune homme étendu, assommé, parmi les décombres du mur. L'agresseur s'est dépêché de se cacher, sautant sur le toit et courant. Les gens lui criaient qu'il fallait l'attraper. Lorsque Chu reprit ses esprits, il était furieux, prêt à déchirer son agresseur à main nue. Le peuple était confus, ne sachant pas comment réagir à l'attaque et à un tel comportement de leur maître. Se ressaisissant et voyant l'apparence des gens, Chu s'assura rapidement qu'il allait bien et décida de quitter les lieux, réfléchissant à la manière d'améliorer ses compétences de combat. Dans la maison de Chu, son père parlait à sa fille. Très heureux du succès de son fils, il lui prédisait un grand commandant et réfléchissait déjà à l'endroit où le placer. Sir Chu était plus réservé et demandait de ne pas faire trop de bruit. Après tout, il était trop tôt pour parler de telles choses. Les mots selon lesquels une telle hâte avait été provoquée par le clan Namugan, avec l'héritière dont Chu était censé se marier,
le bouleversèrent. Henamugan ne voulait pas se marier depuis son enfance, dans l'intention de devenir un maître d'arts martiaux qui n'était obligé envers personne. En remarquant l'état de l'homme, elle réalisa que non, ce n'était pas à cause de lui, mais à cause de la cause du décès de sa femme. Les ennemis le poursuivirent, mais la tuèrent, ce dont il se reprochait encore. Après tout, c'est lui qui aurait dû mourir à sa place. Une calèche tirée par 4 chevaux était en route, et à l'intérieur 2 personnes continuèrent leur conversation. Les membres du Namugan Kalan supposèrent que la conversation allait à nouveau porter sur le mariage. Les rumeurs concernant Shu, sa paresse, son obésité et son manque de caractère n'étaient pas des plus réjouissantes. Mais ils continuèrent leur chemin. Là, l'un des hommes pointa du doigt quelque part. Il devait absolument tout savoir sur Shu pour pouvoir se débarrasser de lui à jamais. Shu éternua. Quelqu'un devait se souvenir de lui. Il pensait que quelqu'un l'admirait dans son dos. Quand je suis sorti dans la ruelle, Shu n'a trouvé personne. Les visages étaient complètement vides, ce qui était assez étrange pour cet endroit. Il décida de vérifier partout où il le pouvait, et même de jeter un œil à l'accident. Mais tout était vide, absolument personne. Shu ne parvenait pas à comprendre où tout le monde était passé. Soudain, un homme avec un balai est apparu au coin de la rue et a immédiatement demandé ce que le jeune homme faisait ici. Shu décida de demander où étaient passés tous les pauvres, car il y en avait toujours eu beaucoup ici. Ce à quoi il reçut une réponse de l'homme perplexe, selon laquelle le père de Shu avait construit des maisons il y a 20 ans et donné des terres à cultiver à tous les pauvres. Mais Shu se souvint alors qu'on lui avait dit un jour à propos des pauvres que les murs avaient des oreilles. Et si c'était plus proche de la réalité, alors les pauvres sont ceux à qui on ne prête certainement pas attention et dont on peut apprendre beaucoup. Les mendiants se cachent dans l'ombre des murs, dans chaque ruelle et chaque recoin. Ceux qui possèdent leur propre réseau d'informateurs, ceux qui ont envahi le monde entier, sont appelés le clan des mendiants. Et puis Shu réalisa que, puisqu'il n'y avait plus de mendiants ici, il n'y avait plus de clan à proprement parler. Et il n'y avait personne pour obtenir des informations. À la table était assis un homme, l'un de ceux venus en carrosse. C'était le chef du clan Namugan. En face de lui, un homme d'apparence peu recommandable, qui buvait du thé, contrastait fortement avec lui. Au lieu du patriarche du clan, un homme à l'air miteux prit la parole, suggérant qu'ils avaient un besoin d'informations sur Shu pour mettre fin à ses tentatives de mariage et se débarrasser de lui une fois pour toutes. Cependant, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un clan de mendiants, pensa le patriarche, mais le membre du clan des mendiants a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir de telles informations, manifestement pour marchander, bien qu'il ne l'ait pas admis. Le deuxième homme ne comprenait pas l'intérêt de cacher des informations sur le fils d'un scientifique, et encore moins sur son chef. Mais le patriarche l'interrompit d'un geste de la main. L'affaire de la famille Yu a été avouée par un informateur. La colère de leur vieil homme nuirait non seulement à la branche locale, mais à l'ensemble de l'organisation. Après avoir réfléchi un moment, le patriarche jeta un sac rempli d'argent sur la table, laissant entendre le sérieux de ses intentions. Mais l'informateur a tenu bon. Ils avaient besoin de la permission du chef, sinon ils refuseraient de travailler. Le patriarche, sans changer d'expression, retira de son doigt la bague qui semblait chère et la posa sur la table. Le fils du patriarche était stupéfait, car celui qui le possède bénéficie de la protection totale du clan Namgun. De telles choses ne sont pas données gratuitement. Shu s'approche d'une maison cossue. Curieusement, il s'agissait d'une branche du clan des mendiants, mais son apparence ne correspondait pas du tout à son nom. Pas étonnant qu'il la cherchât depuis si longtemps. Au moment où Shu était sur le point d'entrer, une épée dans un fourreau fut portée à son cou. Le garde, le traitant de gros, refusa de laisser Shu entrer, invoquant le fait qu'il y avait des invités importants là-bas. Décidant d'ignorer l'homme impudent, puisqu'il n'était plus un simple citoyen mais l'unique héritier du clan Yushu, il s'avança. Mais à peine eut-il fait un pas qu'il reçut un coup de fourreau à l'arrière de la tête. Le garde avait clairement dépassé les bornes et n'allait clairement pas laisser Shu s'en tirer comme ça. Avec un sourire sanguinaire, il l'appela, avec l'intention de lui donner une leçon. Dans une pièce inconnue, 2 hommes vêtus de noir et coiffés de chapeaux de paille faisaient leur rapport à leur chef. Leurs uniformes ressemblaient à celui porté par l'homme qui avait attaqué Shu. Après avoir écouté le rapport, l'inconnu a tiré des conclusions que lui seul comprenait et a réfléchi. « Sang, comment va ce vieux tigre ?» L'informateur donna au chef du clan les informations demandées sur Shu, tout ce qu'ils avaient pu trouver depuis sa naissance jusqu'à la veille. En lui remettant le carnet, il avertit que personne ne devait en avoir connaissance. Après lui avoir arraché les archives des mains,
Il jura au nom du clan que personne ne saurait rien de tout cela et que toute l'histoire resterait secrète. L'informateur, après lui avoir dit au revoir, s'éloigna précipitamment. Le patriarche, après avoir ouvert les notes et s'être plongé dans sa lecture, fut interrompu peu après par des cris provenant de la rue. Ayant demandé à son fils de vérifier ce qui se passait, il reprit sa lecture. Le fils du patriarche regarda par la fenêtre et vit Shu debout en face du garde qui l'avait frappé à la tête avec le fourreau, et il y avait clairement de la tension entre eux. La joue du garde était meurtrie par le coup, et il n'était pas difficile de deviner que Shu avait essayé. Malgré cela, il se consolait en se disant qu'il n'était pas préparé, et que c'était la raison pour laquelle il avait manqué le coup. Shu continuait de l'irriter, critiquant tous ses mouvements et techniques. Son kung-fu était clairement pire que celui de Chu. L'agresseur était furieux des critiques, pensant qu'elle visait le style de son clan. Ce n'était pas le cas. Il était simplement un échec patent, ce que Shu s'était empressé de lui dire. Shu lui avait également suggéré de simplement s'excuser et de lui pardonner, car il n'avait aucune raison de perdre son temps avec toutes sortes de racailles. Cela devint le déclencheur pour le gars, qui sauta et se précipita dans l'attaque, se lançant avec une lame nue, en colère contre l'insulte au clan Namgung. Shu a esquivé sans aucun problème, même un peu paresseusement pour une telle situation, disant que celui qui a sorti son épée en premier, Shu s'est préparé à un combat sérieux. Après être descendu de la ligne d'attaque et avoir frappé, Shu s'est précipité vers le gars qui ne s'attendait pas à une telle agilité de la part du gros homme. Un coup puissant est tombé sur le torse du gars, le soulevant d'un demi-mètre du sol et lui faisant sortir tout l'air des poumons, ce qui n'a pas ajouté plus d'agilité à l'adversaire. Sans s'arrêter là, Shu a attrapé le gars par les cheveux et a porté un coup puissant avec sa main droite à la tête de l'adversaire, le déséquilibrant complètement. Puis vint un autre coup, cette fois avec un pied, qui projeta l'étranger au sol et souleva des nuages de poussière. Shu le souleva par le col et serra le poing, dans l'intention de lui apprendre les bonnes manières, le clan ayant échoué à s'acquitter de cette tâche. Pendant ce temps, les gens commençaient déjà à se rassembler autour. Sha portait coup après coup au visage déjà brisé du gars, coup après coup, martelant littéralement les bonnes manières dans l'ignorant. Mais il fut alors interrompu par un cri venant d'en haut, lui demandant de cesser son mouvement. Regardant la source du bruit, Shu remarqua une silhouette qui s'approchait rapidement de lui. Un atterrissage brutal et un nouveau personnage apparaissent devant Shu. Shu recule d'un bond et fait quelques pas pour réduire la distance avec son nouvel adversaire. Mais il n'attendit pas et se précipita après lui, réduisant rapidement la distance et accumulant de l'énergie spirituelle dans sa main. Shu reconnut la technique utilisée par le fils du patriarche, une paume mystique explosive et éclairante. Il comprit rapidement que, dans ce corps, Shu ne pouvait être vaincu. Il ne restait plus qu'à ne pas perdre. Ou alors, il y avait une autre option. Après s'être préparé, Chu a également commencé à concentrer son énergie dans ses mains, se préparant à encaisser le coup. Les adversaires se rapprochaient rapidement. Une telle frappe était difficile à bloquer. Alors Chu allait rediriger l'énergie et neutraliser l'élan. Finalement, ils se sont affrontés dans une impasse. Chu a attrapé son poing à deux mains, essayant d'absorber le coup. À ce moment-là, le patriarche décida de regarder dans la rue pour s'enquérir du bruit qui régnait ici, et il aperçut par hasard le moment de la collision. Shu perdait peu à peu sa position de leader et cédait. Passé. Des bras musclés couverts de cicatrices tenaient une épée, et le propriétaire des armes comptait le nombre de coups qu'il avait portés pendant l'entraînement. 29 996. 29 997. Le Shu précédent se tenait en équilibre sur une planche située au sommet d'un rocher pointu. À cause de ses coups d'épée, l'eau était dispersée sur les côtés par de fortes rafales de vent. Incapable de maintenir son équilibre, Shu tomba en avant et vola dans l'eau, mais la structure en dessous était extrêmement instable. Son professeur était mécontent. Shu ne tenait pas assez bien l'épée, alors en guise de punition, il fut condamné à effectuer 10 000 autres coups. La nuit, deux personnes se battent au milieu d'un champ avec des épées. Leurs tintements peuvent être entendus à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. À un moment donné, la bataille s'arrête. Les épées se sont à nouveau affrontées dans une confrontation, les deux adversaires essayant de se dominer pour prendre l'avantage. Shu était toujours incapable de résister à la pression et céda sous l'assaut, pour lequel il reçut immédiatement un puissant coup de genou au plexus solaire. Tombant au sol, essayant de reprendre son souffle, Shu laissa tomber son épée et regarda son professeur. Il n'était pas content de lui. Shu implora immédiatement la clémence du professeur, lui demandant d'arrêter de le frapper, de l'épargner
et de le laisser se reposer un moment. Le sourire de son professeur fut sa réponse, mais il ne reflétait pas les véritables sentiments du mentor. Furieux de l'attitude de l'élève envers les armes et l'entraînement, le professeur commença à lui expliquer qu'un véritable ennemi ne l'épargnerait pas et que quiconque jetait son arme ne méritait pas la vie. Il leva aussitôt le poing pour transmettre cette science sous une forme plus accessible. Présent. Shu manqua le coup et s'envola du sol, volant en arrière. L'attaque était vraiment puissante, mais il ne put la contenir. Shu ne pouvait pas comprendre ce qui avait brisé sa concentration, car avant cela tout s'était déroulé comme prévu et il aurait pu arrêter l'attaque, mais il n'y était pas parvenu. Les mêmes serviteurs se précipitèrent vers lui, le reconnaissant. Son adversaire se tenait là, pensif. Bien que la force explosive du coup ne puisse pas être complètement neutralisée, Shu réussit à la disperser de manière significative. Et comment il le fit ne lui était pas clair. Shu, ayant reçu des dégâts du coup, mais pas suffisamment pour l'assommer, commença à bouillir. Les veines se gonflèrent sur ses tempes et la colère roula de plus en plus près. Ayant enfin repris ses esprits, Shu devint littéralement l'incarnation de la rage, déterminé à soulever et tuer le salaud qui osait l'attaquer. Déjà entouré de serviteurs, il tenta de transpercer son adversaire du regard, mais il recula soudain. À ce moment-là, les autres avaient également quitté le bâtiment, y compris l'informateur blond. Se tournant d'abord vers le patriarche du clan, il remarqua immédiatement que quelqu'un gisait par terre. C'était Chu, qui émettait simplement des flots de rage même en étant allongé. Le coup ne lui a clairement fait aucun bien, il a donc dû reprendre ses esprits en position horizontale. Après avoir examiné de plus près celui qui gisait sur le sol, l'informateur du clan des mendiants l'a reconnu comme un jeune gentleman et s'est immédiatement précipité vers lui pour vérifier son état. En demandant qui avait osé faire cela au jeune maître, l'attention de tous s'est tournée vers le fils du patriarche, et la rage pouvait être vue dans les yeux des gens. Le jeune homme réalisa que toute l'attention était braquée sur lui, et qu'il n'était pas du tout amical. Il jeta un coup d'œil à son père, mais il ne vit aucun soutien chez lui. Ayant compris ce qui se passait, le patriarche décida qu'il n'avait pas besoin des informations recueillies sur Shu, car elles ne reflétaient manifestement pas la réalité. Prenant les documents, il les déchira résolument. À ce moment-là, le père de Chu était déjà arrivé et s'en prit aussitôt aux agresseurs de son fils. Il savait que cela pouvait arriver et que le clan des mendiants était impliqué dans tout cela. Il avait effrayé l'homme blond, qui se justifia aussitôt, sans réfléchir, en trahissant le clan Namgon. Le chef du clan Namgung a essayé de se justifier en disant que l'attaque avait été menée par ignorance et que son fils n'était pas coupable, mais de tels arguments n'étaient pas convaincants. Pourquoi attaquer les gens du tout? Le père Chu était très en colère. Si ce n'était pas pour le fait que l'homme en face de lui était assez influent et pouvait devenir le frère juré de Chu à l'avenir, sa tête lui aurait volé des épaules depuis longtemps. Le membre du clan des mendiants lui a murmuré de s'agenouiller et de s'excuser, car le père de Chu était un homme très respecté, et même l'empereur l'écoutait. Alors que le père de Chu pensait déjà à aller voir l'empereur et à informer son gendre de cela, Namgun réalisa que les choses allèrent mal. Ce n'était plus une blague. Tombant à genoux, les deux hommes commencèrent à se demander pardon, essayant d'étouffer l'incident et d'aggraver la situation dans laquelle ils se trouvaient. Le père Chu était à nouveau furieux. Son fils était presque mourant, mais ces deux-là continuaient à s'accrocher à ses pieds, son fils unique. Soudain, la porte s'ouvrit et Chu s'envola, se demandant d'où venait tout ce bruit dans la rue. Il avait une coiffure apparue de nulle part. Les filles qui passaient étaient très touchées par une telle coiffure. Apparemment, l'une des servantes de la maison a essayé de les tresser comme ça pendant que Chu était inconscient. Le père, voyant que son fils avait repris ses esprits, s'empressa de lui demander s'il allait bien. Et l'informateur du clan des mendiants s'est immédiatement précipité vers Chu avec des intentions peu claires. Après s'être précipité, il se mit à sauter autour de Chu comme un chien, incroyablement heureux que tout se passe bien pour le jeune maître. En même temps, il était surpris par la force de Chu et lui faisait des compliments, ce qui ne fit qu'irriter Chu. De façon inattendue, Chu s'inclina devant l'homme aux cheveux noirs, lui montrant du respect en tant que frère aîné. Après tout, ils étaient apparentés. Chu préparait clairement quelque chose. Un sourire narquois se dessina sur le visage de Chu alors qu'il s'inclinait. Il ne le laisserait pas comme ça, mais tout viendrait plus tard. Chu se redressa et décida de demander de quoi ils avaient pas parlé pendant son absence. Le père de Chu a dit qu'il voulait aller voir l'empereur pour punir le scélérat qui avait attaqué Chu. Il ne pouvait pas lui pardonner. Mais Chu décida d'adoucir la situation pour l'instant en saluant amicalement son adversaire, nommé Song.
Techniquement, Chu était son oncle, même s'il était plus jeune. Le visage de Chu s'assombrit et il tira la joue de Son, commençant à le battre pour le manque de respect qu'il lui avait montré. Il s'avéra que c'était son jeune professeur qui était censé lui enseigner à l'avenir. Bien que, plus probablement, il ait été un bourreau pour Chu. Se venger de cela était une chose sacrée. Passé. Chu s'est à nouveau battu avec Maître Song, l'un des 6 saints qui était un véritable psychopathe obsédé par l'entraînement. Lorsque Chu était distrait, Song ne manqua pas l'occasion de lui donner une bonne raclée avec le côté plat de l'épée, sans aucun regret. Chu, déjà allongé sur le sol et serrant les jambes de Song, demanda grâce. Il n'avait plus la force de supporter ses coups. Mais Song, voyant que Chu avait de nouveau jeté son épée et implorait la pitié, devint furieux et balança son épée comme une sorte de massue pour continuer la thérapie de choc. Dans un vrai combat, vous ne demanderez pas grâce à l'ennemi, dit Song, préparant une autre leçon pour Chu. Présent. Chu comprit alors l'hésitation qui l'empêchait d'encaisser le coup de Song, et son corps réagit à ce coup. Après avoir terminé les présentations, tout le monde a décidé de se rassembler à une table dans le domaine de la famille Chu. Tout le monde se sentait un peu gêné, mais ils ont quand même commencé à parler. Chu était intéressé par ce que son frère aîné faisait ici. Chu a supposé qu'ils étaient là à cause du mariage, mais Chu n'avait pas le temps pour cela. Alors il l'a rapidement dit à tout le monde, ce qui a grandement surpris son interlocuteur. Chu a refusé, disant qu'il avait encore beaucoup à apprendre et beaucoup à comprendre. Rencontrer de nombreuses personnes et partager même du travail avec elles pour explorer le monde, même au-delà de Murim. Le père Chu fut très surpris par une telle déclaration, affirmant que le monde au-delà de Murom était très dangereux, rempli de meurtriers, de bandits et d'autres scélérats. À cela, Chu répondit que Namgung était un voyou, ce qui surprit encore son père, qui n'avait jamais pensé à une telle chose. Chu a continué à parler de la façon dont les pratiquants d'arts martiaux ont leur propre chemin. Il a essayé de faire glisser le sujet, mais Namgung n'a pas lu la situation et n'a pas du tout compris ce qui se passait. Chu a décidé de simplement mettre fin à la conversation. En disant poliment au revoir à tout le monde, il s'est retourné et a commencé à partir. Remarquant l'homme aux cheveux blonds nommé Hyun, Chu l'appela vers lui. Et il fut heureux d'accepter, courant rapidement vers Chu. Souriant malicieusement et se penchant plus près de Hyun Chu, il dit qu'il devrait en parler dehors. Ceux qui étaient restés à l'intérieur se regardèrent, confus, ne comprenant toujours pas ce qui s'était passé. Visiblement un peu gêné, N entama la conversation avec la coiffure de Shuta, qui ne lui allait visiblement pas. Mais au lieu de dire cela, il décida de complimenter la coiffure du jeune maître. Shu, ayant juste remarqué la coiffure, s'est mis un peu en colère et a commencé à lisser et à défaire ses cheveux. Ils avaient une conversation en cours de route. N essaya de gagner les faveurs de Chu, surpris par sa connaissance du Murim. Chu se souvenait également de ces maudits professeurs qui l'avaient torturé, entraîné, pendant longtemps. L'aura de Chu s'embrasa de négativité à cause de tels souvenirs, tandis que N continuait à le flatter. En réfléchissant à la situation et à ses actions à l'avance, Chu décida de prendre son premier élève Son, imaginant déjà comment il le torturerait. Ce serait une bonne vengeance. Chu se tenait sur le rivage poursuivant son entraînement. Huang se tenait à côté de lui demandant de se reposer au moins un peu. Mais Chu s'en fichait. Malgré les obstacles, il s'enfonça obstinément dans ses terres vierges. Son attitude envers Huang empira. Sir Chu arriva alors et commença à lui donner des instructions, lui parlant de repos et de soins à lui-même et à son corps. Son serviteur et garde l'accompagnaient. Wang, voyant le deuxième, se gonfla immédiatement et se redressa comme s'il avait avalé un pied de biche. Il avait visiblement un faible pour la servante, mais il était incapable de surprendre qui que ce soit. En s'approchant de Chu, sa sœur commença à avertir son frère du danger que représentait Murim. Après tout, leur mère était également morte. À ces mots, sœur Chu perdit son sang-froid et fut envahie par la peur pour sa famille et pour Chu en particulier. Chu, voyant ce comportement de sa sœur, décida de lui demander ce qui n'allait pas chez elle, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Décidant de soutenir sa sœur, Chu assura que rien de mal n'arriverait désormais au clan Yu, qu'il s'en occuperait. Il afficha un sourire radieux à la fin de son discours. La sœur fut agréablement surprise par un tel discours. Un sourire apparut également sur ses lèvres. Son frère avait grandi et n'était plus un enfant et était prêt à prendre ses responsabilités. Elle avait toujours vu le petit garçon devant elle, mais maintenant que son frère a grandi, il est temps pour elle de s'en rendre compte. Chu fut surprise par ces mots. Une silhouette humaine floue a sauté hors du réservoir, volant comme une balle vers le rivage.
C'était un jeune homme majestueux, aux larges épaules et à la silhouette athlétique visible même à travers ses vêtements. Comme ce n'était pas difficile à comprendre, c'était Chu. Mais bien qu'il ait perdu du poids, la peau qui avait été étirée pendant tout ce temps n'était pas revenue en ordre et pendait en lambeaux. Le père Chu était inquiet. Son fils avait maigri de force. Il ne lui restait que la peau et les os. Il aurait donc pu se briser facilement à la première chute. Chu prévoyait de partir en voyage, affirmant qu'il prévoyait de rester dans le clan Namgung. Chu justifia son voyage en disant qu'il voulait voir Son, qui faisait partie de leur famille. En réalité, il allait commencer son entraînement. Malgré les objections de son père, Chu avait déjà tout décidé par lui-même, et, promettant de revenir sain et sauf, il se leva de table et alla chercher ses affaires. Assis dans sa chambre, il triait les choses dont il pourrait avoir besoin en chemin. Il ne pouvait pas voyager sous son vrai nom, alors il a décidé de prendre un nom de son passé, Jin. Après avoir rassemblé ses affaires en un seul paquet et l'avoir placé derrière son dos, il ouvrit la porte, prêt pour de nouvelles réalisations et le chemin qui l'attendait. Mais dès qu'il est parti, il a rencontré une foule de personnes qui l'attendaient à la sortie. Huang s'est approché de lui et lui a présenté la délégation qui l'accompagnerait jusqu'à sa destination. C'est sans doute le père de Chu qui a tenté de protéger son fils de cette façon. Mais ce n'était clairement pas dans ses plans. Le plan était d'obtenir le ginseng vierge et de tuer le serviteur du chaos, mais avec une telle foule, rien ne fonctionnera. Personne ne doit le savoir, sinon le père fera des histoires et Chu ne pourra pas s'expliquer. Il ne faut pas le prendre. Mais Chu élabora un plan. Il devait d'abord se débarrasser de Huang. Pour cela, il lui proposa de boire ensemble. Chu affirma que Huang l'avait toujours aidé et protégé, mais qu'il n'avait jamais bu une seule fois. Sous les bandages qui lui cachèrent le visage, Chu sourit. La nuit tomba sur le domaine du clan Yu, et il était temps pour Chu de s'échapper. Sous le ciel nocturne, Sœur Chu marchait avec sa servante, discutant tranquillement. Elle décida d'aller lui rendre visite. La servante habillait toujours Chu avec des vêtements amusants et lui donnait des coiffures bizarres quand il était encore gros. Soudain, Sœur Chu demanda à la servante à qui il faisait penser. Elle répondit que, bien sûr, c'était à sa jeune maîtresse. Après avoir terminé la conversation et renvoyé la servante, la jeune fille décida d'aller plus loin seule. Chu mit un chapeau à large bord et ouvrit doucement la porte, avec l'intention de partir sans déranger personne. Wang était allongé sur le sol, après avoir reçu une dose choc d'alcool et un poison spécial silencieux, et s'était endormi profondément. Quand soudain il cria, levant la main et continuant à marmonner de manière incompréhensible, il parlait simplement dans son sommeil. Le poison dans les mains de Chu a dissipé l'énergie interne, garantissant que Huang serait incapable de réagir jusqu'au matin. Soudain, Chu remarqua sa sœur s'approcher de lui. Elle prit la parole la première, lui demandant s'il n'allait même pas lui dire au revoir. Elle avait l'air plutôt triste. La tristesse l'envahissait littéralement. Après tout, son frère bien-aimé quittait la maison. Chu fut surpris de la rencontrer ici. Mais soudain, elle serra son frère dans ses bras, sans essayer de le dissuader de son plan, mais lui demandant seulement de revenir rapidement. Elle lui dit que si c'était trop dur, il pourrait revenir à tout moment, qu'elle et son père l'attendraient toujours. Chu fut à nouveau choqué. Auparavant, il n'avait jamais eu personne pour se soucier de lui et s'inquiéter autant. Après avoir préparé le cheval et chargé ses affaires, Chu se prépara à partir. Ce cheval lui avait été suggéré par sa sœur, un cadeau de l'empereur en personne. Sautant en selle et regardant sa maison pour la dernière fois, imprimant l'endroit qui était devenu familier dans sa mémoire, Chu se mit en route pour son voyage. Il était désolé de quitter la maison, mais personne d'autre que lui n'était au courant du danger imminent. Chu a traversé la forêt enneigée toute la nuit, se rapprochant de sa destination. Comment, à l'aube, il atteignit le premier point de sa liste. Après avoir caressé le cou du cheval et l'avoir dirigé vers le village, Chu pensait déjà à sa prochaine étape. Tout d'abord, il se rendit à la taverne pour prendre un peu de nourriture après le long voyage. La nourriture disparaissait dans la bouche de Chu à une vitesse incroyable, et maintenant qu'il avait perdu du poids, il n'avait plus besoin de suivre un régime strict. Après avoir jeté la pièce d'argent sur la table et fini de manger, Chu demanda au propriétaire de la taverne d'amener tous les cueilleurs et chasseurs de ginseng qui connaissaient bien la région. Dans une pièce sombre, devant un homme, un groupe de personnes s'est rassemblé, debout en rangée bien nette. L'un d'eux rapporta avoir découvert un gisement de ginseng vierge dans la province de Hoi. Le chef des inconnus, ravi, donna l'ordre d'avancer. Chu se tenait devant les gens que le propriétaire de la taverne avait amenés. Ce sont eux qui connaissent bien la région. L'un d'eux a demandé le but de la visite de Chu, et je trouve qu'il a l'air très suspect. C'est peut-être un bandit?
Comprenant qu'il avait été mal compris, Shu s'empressa d'expliquer qu'il n'était pas un bandit et que les bandages sur son visage étaient destinés à un traitement médical. Il venait donc d'une province voisine. Il a également dit que son nom était Jin et qu'il travaillait pour le clan Yu, et maintenant il cherchait quelque chose ici dans ces régions pour l'ancien conseiller militaire. Après avoir expliqué qu'il cherchait une pierre émettant une lumière cramoisie, les habitants furent un peu surpris par une telle demande et y réfléchirent. L'un des gens rassemblés ici, malgré l'étrangeté de la pierre décrite, se souvint d'un souvenir. Lorsqu'il était jeune, il s'était perdu dans les montagnes et avait trouvé une pierre étrange. D'après la description, c'est ce dont Chu avait besoin. Devenant plus sérieux, il se dépêcha de découvrir où il se trouvait. L'homme réfléchit un moment, puis commença à dire que c'était au sommet de la pagode. Mais il ne fallait surtout pas y aller. À cet endroit se trouvait une forteresse de 9 dragons. Autrement dit, une forteresse de bandits de montagne qui s'y installèrent. Cela n'effraya pas du tout Chu. Maintenant, il était clair pourquoi personne ne pouvait trouver de ginseng. Qui aurait pu deviner qu'il fallait le chercher dans le repère des bandits? Prenant les mains de l'homme qui le connaissait bien, Chu commença très poliment à le supplier de l'emmener là-bas, car c'était très important. Il devait y arriver à tout prix. Voyant les yeux honnêtes, très honnêtes, de Chu, l'homme, sans réfléchir à deux fois, décida d'accepter et d'emmener Chu là où il devait aller. Les autres ont été surpris par la réponse positive. Voyager là-bas n'est pas du tout sûr. Chu était heureux que l'homme ait accepté. Il le remercia même sans ironie, car il comprenait le danger d'un tel voyage, tant pour lui-même que pour le guide. Ils marchèrent longtemps, empruntant les sentiers de montagne les moins enneigés. Ils arrivèrent enfin au bon endroit. Devant eux, il y avait une crevasse au fond de laquelle coulait une rivière impétueuse, si profonde que même le fond n'était pas visible. Après avoir remercié à nouveau le guide, Shu lui a demandé où exactement il avait vu la pierre. L'homme a pointé son doigt dans la direction où la pierre deviendrait visible au coucher du soleil. Ils ont commencé à attendre que le soleil s'approche de l'horizon et ont peint la zone dans des tons rouge-orange. Maintenant, le soleil commençait à se coucher. Toute la zone devint cramoisie et la neige ne fit que refléter encore plus la lumière du soleil couchant. Et quand le soleil s'est presque couché derrière le sommet de la montagne, Chu a pu voir quelque chose. Devant eux, l'une des pierres commença à émettre une lueur cramoisie. C'était exactement ce que Chu recherchait. Il en était maintenant sûr. Après avoir sincèrement remercié le guide, Chu décida de lui donner un pendentif en or en guise de récompense et de le renvoyer avant qu'il ne tombe sur des bandits de montagne. L'homme était à la fois reconnaissant, surpris et gêné par le montant du paiement. Après avoir dit au revoir, Chu s'approcha de la falaise. L'instant d'après, il sauta simplement de la falaise directement dans la rivière en furie. En volant vers le bas, en évitant les protubérances pointues, Chu s'est approché de la surface de l'eau. Après être entré avec succès dans l'eau glacée, Chu a fait surface, regardant autour de lui et cherchant un moyen d'avancer. Comme personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un traverserait la rivière à la nage en hiver, Chu se dirigea vers la forteresse. Après tout, il n'avait pas son pareil dans l'eau. Après être entré discrètement sur le territoire, Chu a pu entendre la conversation des bandits sur la tour. Ils parlèrent de prisonniers et de leur vente en esclavage. Décidant de l'ignorer pour l'instant pendant qu'il cherchait du ginseng, Chu commença à concentrer son énergie pour chercher la chose dont il avait besoin. Mais à la place, il trouva autre chose. Le bandit sortit de la maison et tira la femme par les cheveux. Ses intentions n'étaient décidément pas pacifiques. Après avoir jeté la femme au sol, le voleur a commencé à la frapper et à se moquer d'elle de toutes les manières possibles, se livrant à sa nature sadique. Chu regarda cette scène avec indécision. Il ne pouvait pas tout laisser tomber et aller aider. Mais rester assis comme ça était également mal. Puis une petite fille apparut de la même maison, tout en larmes et continuant à pleurer bruyamment. Le bandit la remarqua aussitôt. La femme a attrapé la jambe de l'homme, le suppliant de ne pas toucher sa fille, car comment peut-il se dire homme après cela? Mais ce salaud s'en fichait visiblement. Il avait déjà levé sa jambe pour piétiner la tête de la femme et la faire tomber par terre. Chu ne pouvait plus le supporter. Tout son être exigeait de punir ce salaud, qui ne pouvait clairement plus être qualifié d'être humain. Les coups de pied pleuvaient sur la tête de la pauvre femme qui, miraculeusement, était encore en vie. Chu tremblait de partout à cause de la colère qui l'avait submergé. Il ne pouvait plus regarder ça, peu importe qu'il s'était faufilé ici en secret et qu'il n'avait aucune intention de faire des histoires. Mais Chu avait encore des doutes. Il était dégoûté de lui-même. Comment l'homme ne l'avait même pas remarqué, continuant à battre la femme? La jeune fille continuait à pleurer de chagrin et d'impuissance. Elle se sentait très désolée pour sa mère. Chu, incapable de le supporter plus longtemps,
fit quelques sprints et était déjà proche du bandit. Et le bandit était sur le point de rencontrer les poings de Shu. Après avoir rempli tout son corps d'énergie spirituelle, Shu prépara un coup puissant. Ni la mère, ni la fille, ni le bandit ne l'ont remarqué, interrompant avec horreur la situation. Mais un bref coup se transforma en un arc flou, et le bandit tomba au sol, le visage brisé. Shu était contrarié d'avoir été couvert du sang de ce salaud. Les vêtements étaient assez chers après tout. La fille a été impressionnée par la façon dont Shu a traité le voleur. Elle n'a plus pleuré. Au contraire, l'admiration pour le sauveur était visible dans ses yeux. La fille l'a demandé si Shu était venu ici pour les sauver. Ce à quoi il a répondu, légèrement irrité, qu'il ne faisait que passer. Mais la mère de la jeune fille ne partageait pas son optimisme et attendait quelque chose de leur nouvelle connaissance. Couvrant sa fille de son corps, elle demanda d'une voix tremblante qui il était. Tendant une main qui semblait à la femme être la main d'un géant venu uniquement pour causer de la douleur, Shu les couvrit seulement avec sa cape. Il faisait encore froid dehors, surtout qu'ils étaient dans les montagnes. Comprenant que Shu ne représentait aucune menace pour eux, la femme s'ouvrit au dialogue. Shu put ainsi lui demander où se trouvaient les autres captifs. La femme désigna du doigt le bâtiment à côté duquel se trouvait un autre bandit. Il les a remarqués, mais Shu l'a assommé tout aussi rapidement, a ramassé les corps et les a traînés à l'intérieur de la maison pour les cacher. En les jetant à l'intérieur, comme s'il s'agissait de sacs de pommes de terre, Shu remarqua qu'il y avait encore des gens dans la pièce. C'était toute une foule de captifs, des bébés aux personnes âgées, tous étaient très effrayés. Ayant dit que malgré son apparence, Shu était venu pour les sauver, il pointa derrière lui et promit de les sortir d'ici. Ayant appris des captifs qu'il y avait environ 50 bandits dans la forteresse, Shu réalisa que ce serait difficile pour lui seul, mais il pourrait gagner du temps pour que ces personnes s'échappent. Shu se réprimanda intérieurement de s'être impliqué dans tout cela, car la tâche était devenue bien plus difficile. Ses pensées furent interrompues par la femme qui l'avait sauvé la première. Elle se demandait ce qu'il devait en faire. Où aller? Super! Au moins une personne confiante. Shu a dit qu'elle guiderait tout le monde. Le bandit entra dans le bâtiment à la recherche de ses collègues, paresseux, croyait-il, en tenue de camouflage. La rue était déserte. Lorsque son regard baissa, il vit deux corps inconscients de ses complices. Regardant la foule de prisonniers d'un air menaçant, il demanda ce qui s'était passé ici, et qui avait fait cela. Les gens se pressèrent dans un coin. Soudain, un coup violent s'abattit sur le cou du voleur, faisant tomber au sol le bandit qui ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Shu se tenait derrière lui. Après avoir traité le bandit, il regarda dans la rue pour évaluer la situation et élaborer un autre plan. Dehors, Shu remarqua une tour de guet au bord d'une falaise. Un garde était de service, censé surveiller la zone. L'officier de service n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce qui l'entourait. Mais au dernier moment, il a réussi à voir quelque chose. Une silhouette humaine floue, brouillée par la vitesse, s'approchait de la tour. Elle était déjà presque à sa base. Shu s'arrêta sous la tour, tenant une torche dans une main et rassemblant de l'énergie dans l'autre pour frapper la tour. Et ainsi, après en avoir collecté suffisamment, Shu se balança et frappa la tour. Une vague de puissance spirituelle se répandit dans toutes les directions et les fondations de la tour commencèrent à se fissurer comme une toile d'araignée. La tour s'envola comme si elle avait été renversée par un bélier, et le guetteur s'envola avec elle, n'ayant pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Un cri s'échappa de la bouche du guetteur. La prise de conscience qu'il volait dans un abîme dont il ne pouvait même pas voir le fond remplit son esprit. Les prisonniers, qui n'étaient presque plus prisonniers, sortirent et constatèrent l'absence de la tour, comme si elle avait été arrachée par les racines par un ouragan. La destruction de la tour, comme prévu, fut le signal du début de l'évasion. La première femme sauvée conduisit les autres le long de l'itinéraire convenu jusqu'à la sortie de la forteresse. À cette époque, Shu se livrait à des sabotages, défonçant les portes des maisons et mettant le feu aux meubles intérieurs avec une torche, déclenchant ainsi un incendie dans la forteresse. En lançant des torches, Shu a mis le feu à maison après maison. Ils s'enflammèrent comme des allumettes. Après tout, le bois brûle bien, et tout dans le fort était fait de bois, des murs au quartier d'habitation. Shu se tenait devant la maison en feu. Il était temps de faire des histoires pour que les bandits ne découvrent certainement pas l'évasion. Pendant ce temps, les bandits dormaient paisiblement dans l'une des baraques, rêvant et ne se doutant de rien. Mais alors l'un d'eux se leva d'un bond et son regard tomba sur ce qui se passait dans la rue. Et l'odeur de brûlé commença également à arriver. Criant qu'un incendie s'était déclaré, il commença à réveiller les autres bandits. Ils se réveillèrent à contre-cœur jusqu'à ce qu'ils comprennent le sens des mots.
Le premier bandit à se réveiller n'eut pas le temps de courir vers la porte et de sortir, car il s'envola aussitôt dans les profondeurs de la caserne. Lorsque les bandits tournèrent leur regard vers l'entrée, ils aperçurent un homme au visage bandé, tenant une torche à la main. C'était Shu, qui d'autre? Les bandits demandèrent qui il était. Shu répondit calmement. Qu'en pense-t-il? Un pyromane, bien sûr. Ayant fait son travail, Shu commença à courir. Tout le fort fut alerté, et les bandits, très mécontents d'un tel réveil, commencèrent à le traquer. Shu courut au coin de la rue dans l'espoir de s'échapper, mais fut rapidement repéré par l'un des bandits qui indiqua la direction aux autres. Shu s'est enfui, les bandits l'ont poursuivi. S'il avait la capacité de se renforcer et d'absorber l'énergie, il n'aurait pas eu à fuir. Soudain, un bandit armé d'une lance s'est envolé du coin suivant vers Shu, avec l'intention de donner une bonne leçon à notre incendiaire. Shu a réagi rapidement, a réussi à esquiver la première attaque et s'est préparé à l'attaque. Sans ralentir, il s'est jeté sur l'attaquant avec son coude, le frappant en plein dans le plexus solaire et le mettant hors de poursuite. Shu décida qu'il en avait assez de courir. Le duo allait tendre un piège au bandit. Il allait canaliser l'énergie dans ses jambes pour accroître sa vitesse. Il brisa la lance de l'attaquant et y mit le feu. Il avait maintenant 2 torches. Les gardes bandits se tenaient à l'entrée de la forteresse sans prêter attention à ce qui se passait. De leur point de vue, ce n'était pas visible. Puis une petite pierre, probablement cassée de quelque part, vola vers l'un des gardes. En regardant la pierre dans le champ, les bandits aperçurent leur fort en flammes. Était-ce une attaque ou l'incendie avait-il pris pour d'autres raisons? Quoi qu'il en soit, ayant réalisé la situation, les chauves et les cheveux longs se sont littéralement précipités dans les profondeurs de la forteresse pour aider leurs camarades. Au même moment, lorsque le passage devint libre, les prisonniers, ne manquant pas leur occasion, se précipitèrent également pour s'échapper, mais cette fois de la forteresse vers l'extérieur. Ils réussirent à franchir la sortie et à s'éloigner du campement en feu des bandits de montagne. Ils s'enfuirent rapidement sans même se retourner. À l'intérieur du fort, Shu a été attaqué par derrière par un homme en bonne santé, chauve et à la peau foncée, brandissant une masse. Il a porté un coup puissant à Shu, mais il a réussi à réagir et a pu au moins bloquer le coup. Shu glissa au sol sous le coup, mais réussit à rester debout, s'aidant de ses mains pour garder l'équilibre. Ses bagages s'envolèrent quelque part plus loin. L'agresseur était aveugle d'un œil, recouvert d'un bandage. L'homme chauve lui a demandé avec colère qui il était et d'où il venait. Shu décida de rester silencieux et de ne pas répondre, tandis qu'au même moment les bandits l'entouraient, limitant sa marge de manœuvre. Baldi a demandé à Chu s'il était seul, ce à quoi il a d'abord répondu prudemment qu'il était seul, mais ensuite, après avoir réfléchi un peu et pris son nez dans ses mains, il a dit que lui seul serait suffisant contre des gens comme eux. Baldi était un peu impressionné. Il y avait tellement de bruit pour un seul gars qu'il n'est clairement pas tombé dans le panneau du bluff de Chu. La situation était critique. Le coup de Chu avait causé d'importants dégâts, compte tenu de l'ampleur des dégâts et de son état. La situation était vraiment critique. Pendant ce temps, l'homme chauve s'adressait à ses subordonnés. Le camp continuait de brûler, mais personne ne se pressait d'éteindre l'incendie. Après un discours de motivation, les bandits se sont précipités pour éteindre l'incendie. Les plus forts restèrent avec Chu pendant que tous les autres allaient éteindre l'incendie. De toute façon, leur présence n'était pas nécessaire ici. Baldi décida de se présenter, Sosan, qui était, comme vous pouvez le deviner, le chef de la forteresse des 9 dragons. Chu n'allait pas se présenter en retour. Sans se formaliser du refus de se présenter, l'homme chauve poursuivit en disant qu'il appréciait les gens comme Chu et qu'il souhaitait le voir se joindre à eux. Après tout le monde n'a pas le courage de se faufiler dans un camp rempli de bandits. Baldi continua et continua à persuader, après tout, son gang aurait été bien renforcé avec l'entrée de Shu. Shu, ayant décidé de faire durer le temps, s'assit par terre et demanda s'il lui proposait vraiment de devenir un voleur de montagne. Shu fit semblant de s'asseoir pensivement, en s'essuyant le menton, mais en fait, il collectait de l'énergie spirituelle. Baldi continua d'expliquer combien il était difficile de trouver des personnes compétentes et que le courage de Chu devait être récompensé. Il suggéra qu'ils étouffent l'incendie criminel et se mettent au même niveau que ses proches collaborateurs. Mais Chu resta silencieux. Peu importe ce que l'homme chauve lui disait, pourquoi devrait-il l'écouter du tout? Il ne faisait que gagner du temps. Le grand gars ne pouvait pas supporter d'être ignoré aussi longtemps, et puis il s'est enflammé quand Chu a répondu que ça avait l'air génial. Mais une fois relevé, il demanda « Depuis quand un loup doit-il servir un bâtard ?» Il s'était un peu remis et voulait provoquer les bandits. L'homme chauve devint furieux.
Les veines de son visage se gonflèrent, et un sourire furieux se répandit sur son visage. Shu prit position et décida de provoquer davantage le leader en lui proposant un combat en tête-à-tête. Mais il ne tomba pas dans le piège. Pointant Shu du doigt, il ordonna à ses subordonnés de le mettre en pièces. Les voyous endurcis se précipitèrent sur Shu, pas du tout gênés par leur avantage numérique. Le bandit hirsute lança une attaque rapide sur Shu à l'aide d'une lance. Mais Shu réussit à se plier et à laisser passer l'attaque au-dessus de lui. Il n'y avait même pas une égratignure sur le corps de Shu, mais ses vêtements étaient coupés, ainsi que les bandages qui couvraient son visage. 3 d'entre eux s'étaient déjà jetés sur Shu. L'un combattait au corps à corps, lui assène des coups directs qui le raccourcissent, un autre est déjà connu avec une lance, et le troisième avec un fléau. Lorsque les bandages furent retirés, les bandits furent légèrement surpris par l'apparence de Shu, qui ressemblait à un vieil homme. Les bandits ont commencé à provoquer Shu en criant toutes sortes de choses désagréables sur son apparence. Mais Shu n'a pas cédé. Contrairement à eux, il ressemble à un humain. La provocation fonctionna, mais dans la mauvaise direction, les bandits montaient en colère. Shu esquiva un nouveau coup de masse. Après avoir réalisé un exploit aérien difficile, Shu contre-attaqua l'ennemi avec ses jambes. Malheureusement, cela ne suffisit pas à mettre le bandit KO. Alors que Shu était en fuite, un combattant au corps à corps l'attaqua en criant des choses pathétiques. C'était drôle d'entendre ça de la part d'un bandit. Mais Shu manqua encore un coup puissant au corps et continua son vol dans une direction autre que celle qu'il avait prévue. Volant en arrière, Shu réussit à se tordre dans les airs, faisant un salto arrière et atterrissant sur ses pieds. Dès qu'il toucha le sol, toute la foule se jeta à nouveau sur lui, ne lui laissant pas une seconde pour reprendre son souffle. Les attaques pleuvaient sur Shu les unes après les autres. Il tournait comme une toupie, esquivant tout ce qui volait vers lui, mais cela ne pouvait pas continuer longtemps. Ici, l'un des coups atteignit le visage de Shu, l'envoyant à nouveau dans les airs et le faisant perdre sa concentration. Shu volait bien, très bien même, mais comme il n'avait pas d'aile, le vol était suivi d'un atterrissage. Les bandits se pressaient autour de lui comme une meute de hyènes autour d'un lion blessé. Shu Ying l'avait sous-estimé et en payait le prix. Comment pouvait-il protéger quelqu'un alors qu'il était si faible? Mais Shu laissa tomber ses pensées négatives. Après tout, il avait sauvé ces gens. Au moins, il serait en vie et en bonne santé. Mais Shu n'allait pas mourir dans un tel endroit. Alors que Shu essayait de reprendre son souffle, le bandit borgne prit la parole. Il pensa d'abord que Shu était courageux, mais il s'avéra que c'était stupide. Pointant Shu du doigt, il ordonna de l'achever. La danse avec la mort recommença. Shu, comme un ruisseau d'eau, échappait au cou des bandits attaquants. La technique des 8 pas immortels ivres a beaucoup aidé Shu et lui a permis d'éviter les blessures. Mais il était encore loin de sa forme précédente, manquant encore quelques coups. Décidant de tout mettre fin d'un seul coup, Shu utilisa la technique du pas léger et se précipita vers le chef de gang. Lui assénant un coup sec, il ne put que l'effleurer légèrement, grattant la gorge de l'ennemi. Sans que les bandits ne s'en aperçoivent, la bataille s'est déplacée vers la falaise et alors qu'ils étaient sur le point d'attaquer à nouveau Shu, il a sauté dans l'abîme sans réfléchir. La dernière chose que les bandits ont vue était la main de Shu, avec tous ses doigts, sauf celui du milieu serré dans un geste célèbre. L'homme borgne était tout simplement furieux de la façon dont la bataille s'était terminée. Il n'en était pas du tout content, mais il ne pouvait rien y faire. Shu continua de tomber dans l'obscurité de l'abîme, se promettant de revenir ici pour récupérer leur tête dès qu'ils deviendraient naturellement plus forts. Les bandits baissèrent les yeux avec une légère perplexité, et l'homme borgne ordonna à ses subordonnés de trouver le corps de l'agresseur. Il voulait l'écorcher pour se défouler. Avant que le chef ait eu le temps de donner toutes les instructions, l'un des bandits est arrivé en courant du fort, rapportant qu'il n'y avait que 3 corps brûlés dans le bâtiment avec les prisonniers. L'homme chauve était déjà en train de bouillir comme une bouilloire. Tant de problèmes, à cause d'une seule personne, même retirer la peau ne suffirait pas, pensa le chef des bandits. Sozan a donné l'ordre à ses subordonnés de ratisser toute la zone et de retrouver tous les prisonniers évadés, un par un. Shu continuait de tomber, se retournant dans les airs d'abord face contre terre, afin de ralentir un peu contre l'air, il se regroupa, entrant dans l'eau avec ses pieds. Au début, Shu avait peur de s'écraser en bas, car sa vitesse était grande, mais il s'est soudainement arrêté. Je ne comprends pas pourquoi. Ayant complètement perdu de la vitesse, Shu est resté suspendu sous l'eau. Dès qu'il a voulu regarder autour de lui et découvrir la raison, il a commencé à être tiré quelque part. Mais littéralement une seconde plus tard, la situation est devenue claire. Il a été arrêté par des jets d'eau qui ont tourbillonné dans un tourbillon qui a ensuite commencé à l'entraîner plus loin dans les profondeurs.